conférence. Il est 14 h sur Equipoto, en ce mercredi 15 octobre. Nous devions dédier une de nos conférences, bien sûr, aux jeunes professionnels, sous l'angle suivant: comment réussir une insertion durable dans les métiers de l'après-vente. Si nous posons la question, c'est évidemment que la question se pose. Je vous présente nos intervenants, de gauche à droite en regardant la scène. Bruno Choix, vice-président de la Fédération nationale de l'automobile, la FNA, avec le logo qui va bien. À côté de vous, Jocelyn Gombaud, responsable de projet pour l'Observatoire des métiers de l'automobile au sein de l'ANFA, l'Agence nationale de la formation automobile. À côté de vous, Sébastien Kiner, directeur adjoint délégué du GARAC, l'École nationale des professionnels de l'après-vente, on va le dire comme ça, de l'automobile même. Et à côté de vous, Yann Gassan, responsable pôle automobile chez Technopolis Savoie à Chambéry. On va attendre que l'annonce soit faite et on reprend. Ah bah il est en retard, hein, parce qu'il est en train c'est l'annonce pour la conférence. Voilà, on a déjà commencé. Bon, alors, pourquoi la question se pose? Bien parce que on est en période de pénurie de main-d'œuvre, que évidemment les effectifs qui sortent de formation, tous les jeunes qui sortaient de formation, vous attendez d'être choisis lorsque vous n'étiez pas en alternance, et quand vous l'étiez, d'être intégrés de manière durable dans l'entreprise. Les professionnels, eux, attendent des jeunes bien formés, sont là pour aussi les former dans le cadre de l'alternance, et attendent qu'ils soient bien formés dans le cadre du lycée professionnel, des études dans le public. Donc une question cruciale. Alors un chiffre, hein, les services de l'automobile, c'est 480 000 salariés. Il y a 73 000, un peu plus de 73 000 jeunes en formation, dont 57% sont en alternance et 43% donc sont en lycée. Et plus de la moitié de vous, les jeunes en formation, êtes en bac pro. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour dresser le portrait. 73% des apprentis et 43% des lycéens sont en emploi 6 mois après la sortie de la formation. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un apprenti sur 4 et une majorité de lycéens qui n'ont pas d'emploi 6 mois après. Voilà, c'est de ça aussi dont nous devons parler cet après-midi. Alors, un premier thème d'abord, je voudrais vous faire réagir, messieurs, sur la réalité de l'insertion des jeunes aujourd'hui. On va commencer avec vous, Jocelyn Gombaud. Il y a une étude de la NFA qui a été réalisée, qui concerne les lycéens et qui nous parle effectivement de la réalité de l'insertion des jeunes dans l'après-vente automobile. Alors oui, effectivement. Alors, je tiens aussi à rappeler concernant l'insertion professionnelle que celle-ci s'est quand même singulièrement améliorée ces dernières années. On a, en 4 ans, finalement, les niveaux d'insertion des apprentis a augmenté de plus 14%, et en 4 ans aussi, l'insertion des lycéens, donc sous statut scolaire, a augmenté pratiquement de plus 20%. Donc il y a une réelle tendance, effectivement, non seulement à la croissance des effectifs en formation, mais également à l'amélioration de l'insertion de façon globale. Bon. Alors oui, effectivement, la NFA a mis en place un travail en collaboration avec 11 lycées partenaires de la NFA pour essayer de faire un suivi de cohorte de jeunes, de 749 jeunes qui sortent de formation automobile, pour essayer de comprendre. Alors on va les interroger 4 fois, ces jeunes-là, pour essayer de comprendre effectivement comment ils s'insèrent, à quel moment effectivement ils peuvent partir et quitter le dispositif de formation, parce qu'on a déjà identifié finalement 4 grandes sources de déperdition possibles des jeunes en formation. D'une part, effectivement, l'abandon en cours de formation. D'autre part, l'échec à l'examen. D'autre part, la poursuite d'études vers d'autres filières. Et enfin, l'insertion dans un autre secteur. Ça effectivement, sans doute. Donc, effectivement, sur cette étude, on a déjà pas mal de surprises, et de bonnes surprises. C'est qu'effectivement, des jeunes qui rentrent en lycée professionnel, on s'aperçoit que globalement, effectivement, en dehors de 15% à peu près de jeunes qui sont un peu plus compliqués, qui cumulent une orientation non choisie, qui sont un peu plus fréquents en carrosserie d'ailleurs, qui cumulent pas ou peu de projections vers l'avenir, des je sais pas, on verra bien, voilà, etc., qui sèchent les cours, etc. Un peu ces mêmes 15% qu'on retrouve un peu partout. En dehors de ça, on a 85% de jeunes qui nous affichent effectivement
des motivations finalement très robustes. Et sur lequel finalement on n'imagine pas que effectivement au bout du compte il y en a que 43% qui vont trouver du travail à la fin de leur cursus au regard effectivement de leur motivation. De départ. Elle est particulièrement forte effectivement dans les débuts, au Ouais. démarrage de formation. Donc, il y a pas d'erreur au départ. Enfin, il n'y a pas de hasard sur le choix de cette formation, hein. Voilà, la motivation est forte au départ. Ouais. Tout à fait. Bah, oui, oui, tout à fait, effectivement. Alors, donc on va suivre justement l'évolution de cette motivation parce qu'effectivement, il y a bien effectivement disparition entre guillemets de jeunes au cours de formation. Donc, on va essayer de les suivre. Pourquoi effectivement la motivation de certains jeunes va s'étioler? Eh ben, effectivement, on va suivre ça effectivement au jour le jour. Il y a aussi d'autres conférences à Equipoto aussi qui vont aborder particulièrement ce sujet. Et le premier contact avec l'entreprise, entre le lycéen et l'entreprise, va être déterminant pour beaucoup d'entre eux, même si effectivement certains ont déjà goûté un peu l'entreprise. Et les jeunes qui ont déjà goûté un peu l'entreprise à travers notamment le stage de troisième, eh bien effectivement, ça change tout en termes de motivation sur les premières années de formation, ça c'est certain. Ouais, quels sont les leviers de motivation, justement? Donc, on parle du stage de troisième, donc avoir découvert une première fois, effectivement, l'univers automobile. Indéniablement, il y a à peu près 62% des jeunes qui rentrent en première année de formation en lycée qui ont fait leur stage de troisième dans un garage. D'accord. Et ça, effectivement, ça change le niveau de motivation, ça change la façon dont on conçoit l'arrivée dans l'automobile. On y arrive par passion. Ils se projettent aussi davantage dans une carrière automobile. Ils sèchent moins les cours. Enfin, vraiment, il n'y a que des avantages. Il y a que des avantages, effectivement, au stage de troisième qu'on n'imaginait pas. Mhm. Alors, il y a aussi un élément sur la pratique de la mécanique de loisirs. Alors ça, la mécanique de loisirs, c'est beaucoup plus fréquent en zone rurale, dans les lycées de zone rurale, que dans les lycées urbains. Je répare mon scooter. Enfin, Voilà. exemple. Alors, pareil, effectivement, le fait d'avoir le BSR, d'avoir un scooter, ça favorise grandement. Le fait d'avoir un parent qui travaille aussi dans l'automobile, ça aide grandement à la pratique de la mécanique de loisirs. Et ça, c'est un sacré vecteur de motivation aussi. Et je rends d'ailleurs hommage à un certain nombre de lycées ou de CFA, effectivement, qui complètent qui complètent souvent leur formation par une offre de club, entre guillemets, à l'intérieur je pense à Boudrochasse, le Garage aussi. Il y a beaucoup, effectivement, d'établissements qui font ça, justement, pour des jeunes qui n'ont pas nécessairement accès à un pont dans leur garage. Voilà, ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Et effectivement, voilà, j'admire particulièrement, effectivement, les organismes de formation qui s'emparent de ce levier de motivation qui est fondamental. Sur l'envie d'aller plus loin dans les études, je crois que beaucoup de jeunes se projettent bien au-delà du bac pro. Oui, c'est un point à la fois positif et négatif, parce qu'effectivement, c'est certainement la grande surprise de l'enquête. On ne pensait pas qu'il y ait autant de jeunes en première année de formation qui se projettent au-delà dans les études supérieures, hein. C'est un tiers qui se projette en BTS et un quart qui se projette au-delà du BTS, alors qu'on n'a pas beaucoup d'offres de formation après le BTS. Ouais, donc effectivement, ça nous interroge. On craint effectivement avec ces velléités de poursuite d'études que effectivement de les décevoir en quelque sorte. effectivement, de risquer de les décevoir. Certains effectivement s'imaginent dans la compétition. Alors, il est évident qu'à partir du moment où il y a une offre de formation supérieure dans l'établissement, comme au Garac particulièrement, certains s'imaginent effectivement, pourquoi pas, devenir ingénieur et autres. Et ça, effectivement, le fait d'avoir ces formations supérieures dans l'établissement, ça aide à effectivement se projeter vers d'autres formations. Mais pas que. Et finalement, même dans des établissements où il n'y a qu'un CAP, et ben effectivement, on a des jeunes qui se disent non, mais j'aimerais bien poursuivre là, au-delà du BTS, alors même qu'on a doublé le nombre de BTS en alternance en 6 ans. Le BTS, l'après-vente, a doublé en 6 ans en alternance. Et voilà, on pourra de toute façon pas accueillir tout le monde dans ces BTS. Il n'y a pas non plus une telle explosion dans la recherche de pannes complexes qu'effectivement, qui nécessiterait de tripler ou de quadrupler effectivement le nombre de BTS. Et il y a un risque effectivement de départ de la branche à partir de ce moment-là. On est aussi un petit peu inquiet sur la vision un peu passion du métier, puisqu'il y a quand même 12% de jeunes qui
qui ont été notamment influencés par un influenceur, la boiserie, un POG, etc. On sait aussi qu'il y en a beaucoup qui se destinent, qui veulent rentrer dans la mécanique de compétition et rien d'autre. Et là-dessus, on va essayer de suivre ces motivations pour savoir si concrètement, comment ils vont faire pour se confronter effectivement à la première vidange, à la première situation un peu compliquée, etc. On va justement suivre ça de près au cours des différentes interrogations. Très bien. Sébastien Kiner, je vous passe le micro. Oui. Donc pour le Garac, quelle est votre analyse de la réalité de l'insertion des jeunes, sachant que le Garac est quand même une école qui produit des résultats? Alors, avant de vous répondre, tout d'abord, je tenais à remercier la NEFA pour cette belle enquête menée autour d'un panel de 750 jeunes. Grâce à cette enquête, on a appris plein de choses, que les jeunes élèves étaient passionnés. C'est super. Ils le sont autant que les apprentis. C'est génial. Et le Garac, justement, permet d'avoir les deux, justement, pour lier cette passion élève-apprenti. Après, par rapport à la question que vous posez, je dirais qu'il n'y a pas forcément de recette parfaite. On a des chiffres qui sont peut-être un peu différents sur l'établissement, puisque globalement, en fait, nous avons, nous, 95% des jeunes qui soit poursuivent, soit sont en insertion à 6 mois. Voilà, c'est transparent. Insert Jeune nous demande des études, c'est sur le site, donc on a ce chiffre-là. À quoi ça tient? Vous l'avez dit, les collèges font un certain nombre de stages d'immersion. On essaie de les compléter. En fait, nous, par de l'immersion complémentaire au sein du Guirac, c'est ça, on a mené 261 mini immersion, mini-stage d'une journée, 2 journées au sein de nos ateliers. Donc ça prend beaucoup de temps. À partir de quel niveau? Troisième, voire quatrième, mais c'est surtout troisième parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc pour nous, c'est important parce qu'on balise bien le terrain de l'orientation. Bien sûr. Ça, c'est le premier levier. Après, il y en a un deuxième. L'enquête en parle un tout petit peu, mais je ne sais pas si vous allez l'aborder. Pardon si je défleure un peu le terrain. C'est le rôle des parents. En fait, il n'y a d'orientation réellement vécue que si elle est partagée, je pense, avec les parents. Il y a des anecdotes comme ça au Guirac, c'est que les premiers qui rentrent, ce n'est pas les jeunes, c'est les parents. On les a vus dès les journées portes ouvertes, et quand les jeunes rentrent le lundi, les parents, on les a vus le samedi, tous, pour leur expliquer le pourquoi du comment du Guirac, son mode de fonctionnement, ses valeurs. Et c'est ce qui permet d'avoir des orientations vécues, parce qu'on a aussi besoin des parents à la maison quand les jeunes se rentrent le soir, et voilà, et se dire c'est le bon choix. D'accord. Après, sur la poursuite, oui, là aussi, on a peut-être des chiffres qui sont un peu différents, mais parce que justement, on a cet avantage-là de proposer du supérieur, du Bac+3 et de l'école d'ingénieur. Très bien. Oui, absolument. Vous allez très loin. L'école d'ingénieur, c'est plus 8 5, pardon. Je suis en train de confondre avec médecine. Yann Gassan pour Technopolis. Donc, Technopolis, c'est une très grosse structure également qui fait de l'apprentissage, donc de la formation initiale, fait également de la formation professionnelle, et vous rayonnez sur toute la région Rhône-Alpes, en fait, quasiment. Oui, c'est ça. Donc, un très gros CFA en Rhône-Alpes-Auvergne, à Chambéry, en Savoie, avec 880 apprentis, que de l'apprentissage, et sur plusieurs pôles, tout ce qui roule, on va dire, du 2 roues jusqu'au camion. Donc, un gros rayonnement. Quelle est la réalité de l'insertion des jeunes chez vous? Est-ce que vous retrouvez un peu, vous retrouvez dans ce qui a été dit juste avant? Est-ce qu'il y a des différences chez vous? Alors, moi j'ai envie de dire que quelle que soit la formation, on note que un CAP, si le jeune a le savoir-être et qui convient, il se verra confier un contrat. J'ai envie de dire que c'est pas forcément une histoire de la formation. Et on le voit avec le succès récent sur les CAP 1 an et aussi, vous l'avez parlé, de la formation pro en réorientation, des Tech Academy. En 3 mois. Donc, c'est des jeunes qui sont en reconversion totale. Et là, au bout de 3 mois, ils ont un contrat. S'ils tiennent la route, on leur propose un contrat. Donc, quelle que soit la formation, j'ai envie de dire quand même, on a de l'insertion. Le souci, c'est aussi que le besoin, il est immédiat.
On entend les entreprises, elles appellent, elles veulent tout de suite des jeunes, quoi. Ouais. Et en fait, il y a certainement un manque d'anticipation aussi. Donc, De l'entreprise. ils ont tendance, de l'entreprise, ils ont tendance à repousser. Alors ça, c'est pour embaucher des jeunes issus du lycée, parce qu'en apprentissage, il n'y a pas ce problème d'anticipation. C'est autre chose. Alors nous, on a que de l'apprentissage et c'est du Je ne post-apprentissage. comprends pas la notion de ne pas anticiper. C'est-à-dire ils ne comprennent pas qu'il va falloir qu'ils accompagnent le jeune pendant 2 ans. Ouais, moi, 3 ans. j'ai l'impression même qu'ils repoussent un petit peu. Ils pourraient prendre des jeunes en apprentissage, ils pourraient Ok. en prendre beaucoup plus, D'accord. mais ils ne le font pas, Ouais, oui. Donc c'est aussi une problématique de l'employeur, effectivement. il me semble. Ouais. Bruno Choix, qu'en pense le monde de l'artisanat? Et on rappelle qu'au sein de la FNA, il y a aussi une structure de formation, mais c'est plus de la formation professionnelle, c'est le CFPA. Hein, voilà. Oui, c'est plus de la formation Au professionnelle. sujet des jeunes, voilà, donc, et de la réalité de l'insertion dans vos entreprises. Bah, indirectement, je me sens concerné. Je suis un peu d'accord avec tout, entièrement d'accord d'ailleurs avec tout ce qui a été dit auparavant, dans la mesure où je suis aussi vice-président de la Chambre de métiers de Normandie en charge de la formation. Ouais, Donc l'apprentissage, c'est un sujet qui me passionne et qui me concerne évidemment. ouais. Moi, j'en suis issu. J'ai vendu mes établissements de garage il y a 10 ans maintenant. Et ça a été racheté par des anciens apprentis que j'ai formés jusqu'au bout, BTS et compagnie. Donc c'est toujours la meilleure formule à mon sens pour pouvoir acquérir les compétences et pour pouvoir reprendre nos entreprises, nos affaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le manque d'anticipation se fait par une mauvaise image de l'apprentissage encore. Et malgré des gens qui sont souvent passés par là, pensent que la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus la jeunesse d'auparavant, mais celle d'auparavant n'était pas celle d'encore précédemment. Et C'est ainsi des de problèmes suite. générationnels. C'est Vous des êtes en train problèmes de pointer ça. générationnels et c'est Ouais. vrai qu'aujourd'hui, ils sont certainement déçus. Mais en attendant, tout le monde, il n'y a pas un jour où on ne nous demande pas un salarié dans l'entreprise et tout. Je passe mon temps à leur expliquer, commencez par former, vos salariés, ce seront vos futurs. Ceux qui passeront ne seront peut-être pas tous bons, mais il y en aura fatalement des bons dedans. Donc, continuez à les former, mais à les former aussi jusqu'au plus haut niveau. Même si on n'a pas besoin que des bacs pro, des BTS ou des mentions derrière, il y a besoin des CAP aussi. On a vraiment besoin de tout le monde dans la profession pour continuer à ce que nos métiers perdurent. On a beaucoup d'entreprises qui ne forment pas, enfin qui ne jouent pas ce rôle-là. Ben, oui, bien sûr, on le Ouais. voit. Alors, il y a Ouais. aussi la problématique de démographie, hein, on le sait pertinemment en France, hein, qui est en chute libre. Ouais. Bien Normandie, sûr. c'est moins 20 000 entrées cette année en seconde quand même. 20 000 entrées, je pense, sur une région comme la Normandie, c'est énorme. C'est des jeunes qu'on ne verront plus non plus dans les ateliers ou dans d'autres métiers. Hein. Il y a l'automobile, mais il y a toutes les autres professions. Mais c'est quand même inquiétant, quoi, la démographie. Il y a aussi une problématique de taux d'emploi par niveau de formation, je crois. Alors, par niveau de C'est-à-dire formation. que plus on a une formation, plus on va loin dans les études, plus... Excusez mécanique, est-ce qu'on est employé davantage? Alors, plus on va loin dans la mécanique, plus on est employé fatalement. On le voit Ouais. sur les titres pro, ils sont à 80%, ils restent. Parce qu'on les forme vraiment aussi à ce qu'ils veulent faire, vraiment des professionnels du métier. Oui. Donc, plus on va loin dans la profession, dans la formation, plus Oui. on est susceptible d'avoir du travail. Quoi. Et Donc du travail rémunéré aussi à ce titre. Donc le fait, Jocelyn Gombaud, de vouloir aller plus loin que le bac, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, même si on a du mal à leur trouver systématiquement des formations. Oui, ça, c'est indéniable. De toute façon, effectivement, à chaque fois qu'on passe un niveau, et effectivement, l'insertion effectivement tend à s'améliorer. Ça, c'est indéniable. Ouais. Après, pour compléter un peu ces propos, c'est vrai que là, il y a quand même une problématique qui reste aussi liée au tutorat, puisqu'on a vraiment eu une explosion du nombre de contrats d'apprentissage en quelques années, avec une adaptation assez incroyable des organismes de formation pour pousser les murs et accueillir effectivement de plus en plus de jeunes. Mais en même temps, c'est vrai que les formations de tuteurs n'ont pas suivi de la même façon. Il y a 186 tuteurs formés par l'Opcomobilité l'an dernier pour 42 000 jeunes en formation. C'est vrai que le ratio est effectivement un peu ridicule. De fait, effectivement, il y a un nouveau travail à faire très certainement autour du tutorat. Oui, alors le tutorat, justement, ça fait partie des bonnes pratiques et même des très bonnes pratiques pour réussir à intégrer un jeune dans l'entreprise. Il lui faut un tuteur. Et ce que vous dites, enfin, je vous fais répéter parce que c'est dingue, il n'y en a même pas 200 qui sont formés chaque année. Voilà. Oui, c'est ça. Et en diminution de 30% par rapport à l'an dernier. Est-ce que les chefs d'entreprise le savent, Bruno Choix, que cette formation de tuteur existe? Est-ce qu'ils le savent tous? Ils le savent, mais ils ne le font pas. On le sait bien, hein, c'est une problématique aussi. Et puis le monde de l'enseignement aussi devient compliqué quand on a des statuts. Moi, je le vois en chambre de métier, où nos enseignants, nos profs sont rémunérés sur des statuts chambre de métier nationale.
qui ne sont pas à la hauteur d'un salarié qui travaille avec un BTS. C'est une problématique aussi, hein. Et forcément, on trouve aussi moins de formateurs dignes de ce nom qui devraient être rémunérés, à mon sens, pour pouvoir former des jeunes à des niveaux de compétences quand même relativement élevés, quoi. Mmh, mmh. Un mot sur les apprentis. La NFA a aussi des stats à donner, hein, probablement. Donc, le niveau d'insertion des apprentis est nettement supérieur. Jocelyn. Oui, ça, il n'y a pas photo. Ouais. Effectivement, pour deux raisons essentielles. Le niveau d'insertion est pratiquement le double d'un apprenti par rapport à un Un lycéen. lycéen. Ouais. Donc à la fois parce qu'on est vraiment typiquement sur des métiers qui s'apprennent par l'apprentissage et par la pratique professionnelle, et tout spécifiquement sur la carrosserie, hein. Je rappelle ce chiffre un peu hallucinant, mais il n'y a que 8% des jeunes formés en carrosserie en lycée professionnel sous statut scolaire qui intègrent les entreprises du commerce et de la réparation automobile. 8%, 92% qui sont formés en lycée professionnel en carrosserie n'intègrent pas nos métiers des services de l'automobile. Donc c'est vraiment l'apprentissage qui permet d'apprendre ce métier. Pardon, j'ai un micro qui... C'est-à-dire, on l'explique comment? Par le fait qu'en carrosserie, il faut beaucoup plus le geste. Voilà. C'est ça, Bruno Choix? Alors, beaucoup plus de gestes. Et ce qu'on rencontre aussi, la formation dans les lycées pro, qui est très bien aussi, hein, c'est la même formation que ça peut être Non, mais dans il y a le quelque CFA. chose qui manque, Mais manifestement. alors, ce qui manque aussi, on le voit en entreprise. Vous formez un jeune dans un lycée pro, imaginez, vous avez 2 heures pour réparer une aile. S'il est dans un lycée, on ne va pas lui dire qu'il faut 2 heures, il passe 4, 5, 6 heures. Et ce qui fait que le jeune, quand il vient en entreprise, Il n'est pas employable. Il n'est pas employable, tout au moins Ça. au tout début. Il le deviendra s'il continue, s'il est bien formé. Mais au départ, à aucun moment, on leur fait la notion de la gestion du temps. Et ça, moi, je le rencontre tous les jours, c'est assez problématique. Non pas Ouais. qu'ils soient mauvais, mais ils n'ont pas été formés en ce sens. Oui, tout à fait. Ouais. Il Jocelyn. y a un deuxième élément aussi qui explique la meilleure insertion des apprentis, c'est que les apprentis sont aussi sélectionnés par l'entreprise. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès non plus à l'apprentissage et tous les jeunes n'ont pas nécessairement accès à l'apprentissage. Il y a juste un chiffre qui est particulièrement marquant qu'on avait récupéré sur les enquêtes Génération, c'est que 25% des jeunes de lycée professionnel sous statut scolaire proviennent des quartiers prioritaires de la ville, pour uniquement 5% des jeunes en centre de formation d'apprentis. Ce ne sont pas les mêmes jeunes qu'on a non plus effectivement en lycée professionnel et en CFA, et ce qui explique notamment effectivement en grande partie que on n'a pas les mêmes jeunes. Non seulement on n'a pas les mêmes jeunes, mais en plus la profession privilégie très largement l'apprentissage pour recruter, ce qui explique effectivement ces décalages. Ouais. Je voudrais qu'on précise plus maintenant les moyens de favoriser cette insertion, et notamment dans le temps. L'idée, c'est bien sûr de répondre aux besoins des entreprises. Quelles sont, Sébastien Kiner, les formations les plus recherchées par les chefs d'entreprise aujourd'hui? Bonne question. Alors, il me semble que tout d'abord, il faut ne pas effrayer les jeunes et les entreprises avec le tournant qu'on est en train de vivre. L'électrification. Voilà, l'électrification, je m'explique. Ouais. On est sur, certes, un aftermarket qui évolue vers de l'électrification, mais si on prend quelques chiffres, 2024, on a vu la vente de 1 732 000 véhicules neufs, à peu près, je crois que c'est ça, quand sur le marché, on a vendu 5 millions de véhicules d'occasion. Absolument. Donc, ça donne un parc dont l'âge moyen est de 12 ans. Donc forcément, même si le métier évolue, des agents de maintenance, des mécaniciens dits traditionnels, il en faut encore. Absolument. Et parce que l'électrification, elle arrive, mais elle n'est pas demain. Maintenant, effectivement, oui, il y a un vrai mouvement où pour le coup, et le Guérac le suit, où pour le coup, eh bien, tout ce qui touche au système d'assistance à la conduite, tout ce qui touche à l'électrification, tout ce qui touche à la maintenance des véhicules électriques et hybrides devient nécessaire. La résultante, c'est quoi ? C'est pour le Guérac, pour ne parler que lui, c'est la création d'une formation complémentaire d'initiative locale sur la maintenance des véhicules électriques et hybrides. Ils sont là, ils sont au pavillon au village Avenir 7-1. En fait, on a délocalisé justement nos cours du Guérac à Paris pour que les professionnels et les jeunes puissent voir ce qui se fait par rapport aux besoins de demain. Et les besoins de demain, c'est tout ce qui touche effectivement à l'électricité et aux nouvelles formes de mobilité. Ça, c'est une évidence. Et les diplômes de l'éducation nationale et les titres aussi qui sont construits par la NFA prennent le mouvement avec l'introduction effectivement de choses autour de tout ce qui est assistance, tout ce qui est
soft power, enfin, le mot m'échappe, mais tout ce qui est driver, parce qu'aujourd'hui, quand on change un rétroviseur, il y a l'électronique, il y a le capteur angle mort. Quand on change Oui, tout ce qui est un phare software, arrière, tout ce qui est effectivement. software, Ouais, pardon, bien sûr, merci. ouais. Tout ce qui est software, eh bien, c'est inclus de plus en plus dans les véhicules. Mais quand on dit la mécanique reste très forte, donc c'est-à-dire que dans le tronc commun des formations d'apprentis, on a toujours toutes les bases Oui, oui, oui. en mécanique, Oui, oui. en électricité aussi, C'est j'imagine. ça, c'est Voilà. la base, c'est les mécaniques d'électricité. Et on commence à aborder tout ce qui est valise diag, etc., fin de bac, BTS, pour ensuite voir grandir ses compétences. C'est pour Ouais. ça que Ouais, on fait pas tout. plus on on lance pas augmente tout. dans le diplôme, meilleure est l'employabilité, parce que justement, on peut aborder un nombre de véhicules croissant en termes de catégorisation. Donc les formations, les formations qui répondent aux attentes des chefs d'entreprise, c'est par rapport au parc circulant. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, Ouais, c'est ça. Hein. N'oublions pas, on a aujourd'hui un parc qui est de 12 ans d'âge. ouais, Donc, absolument. c'est Et qui potentiellement continue le à parc qui vieillir en continue à s'accroissant. vieillir et qui a le besoin de plus de maintenance après-vente. Ouais, ouais. Yann Gassan, alors, particularité, vous avez donc tout ce qui roule. Hein, donc, même question, les formations qui correspondent vraiment aux besoins des chefs d'entreprise. Bon, après, je pense que les diplômes de branche, hein, les TFP, c'est des titres à finalité professionnelle Ouais. qui ont remplacé les CQP. On appelait ça des CQP Donc, c'est auparavant. un C'est an de spécialisation. post-bac. C'est ça. Post-bac pro. Hein, Post-bac pro. C'est très demandé, ça. Et c'est les formations les plus techniques. Des TFP, on en a autant en deux roues, en vélo par exemple, ça existe en cycle, ça existe en camion et en voiture, enfin en tout cas chez nous. Et ces titres, ils sont très techniques. Par exemple, pour donner un peu des infos, on a des habilitations électriques, des habilitations clim au terme de la formation, qu'on n'a pas encore sur les diplômes d'État. Donc c'est les diplômes quand même qui sont plébiscités et surtout en poids lourd. Je sais que chez nous, sur le PL, ce titre TAV8, il s'appelle, est en forte augmentation. C'est la manière qu'a la formation initiale de customiser correctement les programmes vers les attentes des entreprises. Quoi, hein. Ouais, je pense, Sébastien Oui, Kiner. c'est ça. On est sur des titres qui mènent à l'employabilité quasi certaine. C'est ça. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'en général, les jeunes sont des jeunes qui sortent d'un bac pro 3 ans. Ils ont passé 3 ans dans une entreprise, donc le chef d'entreprise a légitimement envie de le fidéliser et donc de l'orienter vers le domaine dans lequel il a ses besoins. Et c'est primordial. Et vous parliez tout à l'heure de la titulature des formations. Alors aujourd'hui, on est sur les titres, effectivement, professionnels. Mais comme il faut, comme on est en France, des choses qui soient plus parlantes aux jeunes, on va créer des bac plus 1. On oriente de plus en plus les choses vers le concept de bac plus 1, de certification, de spécialisation, de certification professionnelle, de CQP. Et les chiffres derrière sont juste phénoménaux. Ah oui. On a des taux d'employabilité qui frôlent les 100%, sachant que, vous m'arrêtez, je crois que l'étude montrait qu'il y en a plus d'un jeune sur deux qui poursuit dans l'entreprise dans laquelle il a fait son apprentissage. Autrement dit, c'est une pré-embauche. Donc c'est gagnant-gagnant, à la fois pour le jeune et pour le patron. C'est-à-dire que le jeune est non seulement employable, mais très opérationnel avec le titre à finalité professionnelle. Ça répond bien à la problématique de tout à l'heure, Jocelyn Gombaud, de dire on ne peut pas leur promettre la lune, on ne peut pas leur promettre d'aller jusqu'à bac plus 3 ou 4, mais ça, c'est très utile. En termes d'employabilité, oui, c'est effectivement un dispositif le plus efficace, ça c'est certain. On se retrouve aussi avec les diplômes, avec une difficulté croissante, même si la NFA a participé à la rénovation du CAP et du Bac Pro qui sont mis en œuvre à partir de cette année. Il n'en demeure pas moins que dans le CAP et dans le Bac Pro, dans le même nombre de temps, on empile les technologies les unes après les autres dans le même nombre de temps. Donc effectivement, pour nous, l'option, ça a été vraiment dans le répertoire national des qualifications des services de l'automobile de créer deux filières relativement distinctes, l'une dédiée à la mécanique avec un circuit d'apprentissage de la mécanique, entre guillemets, et une autre dédiée à la technologie. Donc effectivement, on en a les options TEA, TEA-VA d'un côté ou TEA-VVUI d'un côté pour effectivement la technologie, l'électronique, et de l'autre, effectivement, on considère aussi qu'il peut y avoir une autre filière parallèle avec des éléments de connaissance qui peuvent également être approfondis aussi par rapport au Bac Pro. Comme de toute façon, on peut
pu en mettre au niveau du bac pro. On en empile, mais effectivement, ça commence à devenir très compliqué, effectivement, dans le même temps déterminé. Il faut effectivement créer des filières parallèles avec des spécialisations à un moment donné. Bruno Choix. Oui, et un constat que je fais et que je pense que vous allez abonder en mon sens aussi, les chefs d'entreprise, 100% cotisent à la formation. Alors, pour une autre casquette, je suis au conseil d'administration du FAFCE à Paris. Sur les 100%, Alors ça, c'est le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise. de chefs d'entreprise. Seulement 100% cotisent, mais 7% se forment. Au Même- lieu de se former, même eux, si- ils préfèrent envoyer des jeunes ou embaucher des jeunes qui sont formés. Donc c'est pour ça que nos centres de formation ont de l'avenir aussi, parce que ce ne sont pas les gens de ma génération ou même un petit peu inférieurs qui vont se former, mais ils préfèrent prendre des jeunes formés. Et là, tout l'intérêt, tout ce qu'on fait comme travail à longueur d'année, de faire des formations en adéquation par rapport à la technologie d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et en termes de diplôme maintenant, est-ce qu'on peut... Alors, on est presque redondant avec ce qu'on vient déjà de dire, mais bien compris, hein, donc la base jusqu'au bac pro mécanique, et puis après on a les titres à finalité professionnelle, mais est-ce qu'il y a des diplômes qui rendent les jeunes plus employables encore, ou des spécialisations? Si on prend carrosserie, mécanique, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Jocelyn Gombaud? Alors, On a besoin de CAP, on a besoin de bac pro, on a besoin de BTS, mais est-ce qu'il y a... comment évolue la demande? Voilà, c'est ça alors effectivement, il y a une l'important. croissance particulièrement importante des TFP, TEAVA, Ok. avec une nécessaire aussi régulation à un niveau territorial de ces formations pour éviter effectivement d'en avoir, de bien les réguler sur le territoire, de ne pas en avoir de trop à certains endroits. Bref, enfin, c'est une régulation qui se fait dans nos diagnostics régionaux emploi-formation. Ah On oui, essaye tout à fait, effectivement d'accord. d'ajuster au mieux l'offre à la demande. Mais néanmoins, effectivement, on sait que sur certains territoires, il y a du potentiel, notamment je pense à la région bordelaise, où il y a certainement effectivement du potentiel pour en créer aussi effectivement parce qu'effectivement, il y a une telle croissance de population et un rajeunissement du parc qui fait effectivement que voilà. Donc effectivement, ce sont plutôt effectivement oui, ces formations qui sont à ce jour les plus demandées. Il n'en demeure pas moins que les CQP responsables après-vente restent également les TFP responsables après-vente restent également effectivement d'excellentes formations avec des niveaux aussi extrêmement élevés d'insertion professionnelle. Hein. Ça, c'est un bac plus 2, hein, responsable après-vente. C'est de la même, comme pour le TEAVA. D'accord. C'est un titre à finalité professionnelle aussi. Voilà, tout à fait. Très bien, d'accord, très bien. Je voudrais qu'on parle du management. Il nous reste moins d'un quart d'heure pour... Ça, c'est le management du temps. On a commencé à parler du tuteur, mais est-ce que le management des salariés émerge dans les entreprises de l'après-vente, dans les petites entreprises de l'après-vente? Bruno Choix. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas passer outre. Hein. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, le chef d'entreprise, il se doit d'être bienveillant, d'être dans une démarche RSE, enfin tout ce qui se fait aujourd'hui, et tout un accompagnement pour pouvoir garder son personnel, parce que je dis toujours, avant d'en recruter un, gardons ce qu'on a. Oui, parce que le Et personnel, il est volatile aujourd'hui. Hein. Il est très, très volatile. Par contre, j'ai des entreprises qui arrivent à les garder quand même. Maintenant, il faut faire des concessions. On ne manage plus comme il y a 15 ou 20 ans, et c'est fini ce temps-là, il faut l'oublier. Je le vois sur certaines entreprises qui passent aux 4 jours ou qui s'adaptent en fonction aussi de... Enfin, il y a tout un tas de possibilités qui fait qu'on de toute façon ne peut pas être indifférent non plus à toute la nouvelle, la vie d'aujourd'hui, quoi, en fait. Et il faut respecter aussi le tout à chacun. Ouais. Cette génération-là, c'est pas celle qu'on a pu connaître, mais elle est là, elle existe, et c'est pas elle qui changera. Ouais. C'est à nous adapter aussi. Ouais. Yann Gassan, vous parlez souvent de savoir-être pour les jeunes chez Technopolis. Vous avez bien identifié qu'il faut apprendre aux jeunes une culture de ce savoir-être, c'est-à-dire être capable d'accueillir un client, être capable de converser, communiquer à l'intérieur de l'entreprise, etc. Mais du côté du chef d'entreprise et de cette question de management, qu'est-ce que vous observez au sein des entreprises qui recrutent les apprentis? Est-ce que ça manque aujourd'hui, ou est-ce qu'on écoute aussi les besoins des jeunes qui rentrent dans les entreprises? De toute façon, c'est clair qu'il y a un écart générationnel qui est
flagrant. Ouais. Je rebondis sur ce qu'on disait. Les jeunes et les moins jeunes, mais deviennent très volatiles. C'est-à-dire, et c'est aussi pour ça que les entreprises sont en recherche. C'est-à-dire que Volatile, par exemple, c'est-à-dire capable de se laisser séduire par de meilleures conditions de travail un CDI, à côté. Ouais. moi, il y a plein de jeunes un CDI, c'est pas pour nous c'était un sésame, mais pour eux, ils s'en fichent un petit peu. Et si on leur donne 100 € de plus à côté, eh ben ils vont repartir. Et c'est marrant, c'est qu'ils sont capables de revenir aussi. Donc on note vraiment un mouvement de ces jeunes là. Et le savoir-être, Il n'y a pas de stress en gros par rapport au travail. Ouais, peut-être moins de stress. Ouais. C'est pas mal, hein. Ouais. Alors, ils savent qu'il y a une pénurie aujourd'hui, donc ils en jouent aussi quelque part. Donc c'est vrai que moi je le vois bien souvent, ils partent mais ils reviennent. Ouais. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Avec un jeune, vous faites pourquoi ne faites-vous pas d'entretien individuel non plus, comme un tout autre salarié? Très peu de garages ou d'établissements le font. Ça fait partie aussi d'écouter aussi leurs attentes, leurs demandes et compagnie. Il y a besoin d'échanges, il n'y a pas de mystère. Qu'est-ce que vous constatez, Sébastien Kenner, de votre côté? Je crois qu'on est à la croisée des chemins et il y a plusieurs portes d'entrée à avoir. Je ne rebondirai pas sur le côté effectivement aspect générationnel, où pour le coup, un chef d'entreprise, il y a 10-15 ans, il donnait les valeurs, la culture d'entreprise et ce qu'il attendait du jeune. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise nous disent que c'est les jeunes qui nous demandent ce qu'on leur propose en termes de temps libre, etc. Alors, bon, c'est comme ça, c'est générationnel, il faut faire avec, mais en tout cas, il faut apporter, je pense, d'autres réponses. Sur l'aspect managérial, je pense qu'il y a aussi, à un moment donné, il y a eu 10-15 ans, un mouvement important qui a bousculé les choses. Ça a été le regroupement des concessions et des marques entre elles, avec la création de gros groupes qui nécessairement ont eu besoin et ont toujours besoin de managers pour justement gérer leur unité. Donc, bien au niveau pour ne parler que du Guérac, on a justement cette licence professionnelle, organisation et management de services après-vente automobile, qui tente de répondre autour d'un certain nombre d'enseignements. Alors, on travaille avec la NFA, on travaille avec l'UVSQ, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, pour justement essayer de répondre aux besoins des entreprises. Parce que oui, effectivement, la génération d'aujourd'hui, elle n'est plus la génération d'hier, et celle de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui, d'une part. D'autre part, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est l'approche client et le besoin du client. J'ai écouté une conférence récemment, en 3-4 ans, le prix automobile a augmenté de 24%. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc forcément aujourd'hui, quand on va chez son concessionnaire pour emmener sa voiture l'attente est très forte. En révision, l'attente en termes de qualité d'accueil, elle est très forte. Et de l'autre côté de l'entreprise, la recherche qualitative, pour justement émerger parmi les autres, est elle aussi très importante. Et donc la licence pro qu'on développe a pour vocation d'essayer de répondre à ces besoins-là, avec là aussi, parce qu'on parle de la volatilité des jeunes en CAP, bac plus 2, mais c'est aussi valable en bac plus 3, c'est-à-dire que pour le coup, ça ne plaît plus, j'ai pas la place pour me garer, je peux changer d'entreprise du jour au lendemain. C'est l'idée de former, là, cette fois-ci, plus des responsables après-vente. C'est ça, mais qui en fait seront aussi des managers et des tuteurs, parce que pour le coup, c'est eux qui derrière chapeautent les unités. Et pour les entreprises beaucoup plus petites, Jocelyn Gombaud par exemple, est-ce que dans les études de la NFA, est-ce qu'on a un besoin de formation des entreprises en management? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est clairement identifié ça au sein des petites structures artisanales ou des entreprises de la prévente en général? Alors oui, c'est vrai qu'autrefois, quand la NFA en avait la charge, on faisait des diagnostics emploi-compétences auprès des entreprises. Désormais, c'est effectivement l'OPCO qui en a la charge. C'est l'OPCO qui en a la charge. Effectivement, qui pourront mieux répondre à cette question. Néanmoins, effectivement, on constate, notamment à travers les enquêtes Inserjeunes dont vous venez de parler, qui sont en fait, c'est même pas des enquêtes, c'est un croisement des bases de données des établissements avec les bases de données URSSAF des entreprises. Donc ça nous permet exactement, effectivement, de savoir au bout d'un an dans quelle situation, effectivement, ils sont, mais également aussi à quel salaire ils sont positionnés. Et c'est ça qui nous... Et je pense que c'est effectivement ce que nombreux jeunes ne parviennent pas à comprendre, c'est que sur certains métiers, pas tous, mais sur certains métiers, particulièrement ceux de la carrosserie qui demandent effectivement beaucoup de pratique, la tendance, c'est que l'entreprise a tendance à... Oh, excusez-moi. La tendance est de surévaluer l'expérience professionnelle
par rapport effectivement au diplôme. Alors, C'est-à-dire que on va avoir Ça, c'est important. Ça, c'est une question importante. c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement des entreprises qui vont attendre effectivement qu'un jeune puisse sortir suffisamment de véhicules en carrosserie avant de le payer une rémunération. Or, c'est vrai qu'un jeune, et on s'aperçoit dans ces enquêtes interjeunes, qu'un jeune qui sort avec un CAP en carrosserie ou un bac pro en carrosserie, il est aujourd'hui payer exactement la même médiane, le même premier quartile, le même deuxième quartile. Et ça, je pense que de nombreux jeunes ne le comprennent pas, effectivement. Ah oui, ça paraît et tout à vont fait effectivement logique. se dire que moi, j'ai fait un bac pro et parfois j'ai fait 2 années de CAP, une année de CAP peinture connexe en apprentissage, plus 2 années de bac pro, pratiquement 5 ans, plus 1 an d'expérience, et je suis payé la même rémunération qu'un CAP. Effectivement, même si effectivement le rendement est sans doute effectivement à peu près équivalent, de nombreux jeunes ne le comprennent pas et s'en vont vraisemblablement du secteur à partir de ce moment-là. Mmh. Bruno Choix, ça c'est vraiment C'est passionnant. Hein, c'est-à-dire, C'est très passionnant, mais c'est le constat qu'on... alors, Jocelyn dit survaloriser l'expérience par rapport au diplôme. Moi, je dirais plutôt sous-valoriser le diplôme. Sous-valoriser, en quelque sorte. et je serais Ouais. plus un peu d'accord dans ce sens-là. Ouais. À partir du moment où on prend un jeune en formation, pour moi, il faut 7 ans pour qu'il soit formé correctement. Il ne faut pas oublier que quand ils partent apprentis ou lycéens, on est là pour les former. Et les former, on ne peut pas leur demander de la rentabilité au départ. C'est un investissement sur du long terme. Donc arrêtons de penser que dès le départ, ils doivent être aussi opérationnels à 100%. Il faut considérer que les jeunes, ils sont là pour apprendre aussi, et c'est aux tuteurs de les mettre en condition pour qu'ils apprennent, et c'est un investissement sur du long terme. Oui, mais sur le fait du salaire, par exemple, est-ce que vous confirmez ça que dans les entreprises, on donne pas plus d'argent à quelqu'un qui a un bac pro qu'à quelqu'un Non, qui sort c'est vrai qu'on le voit, hein, quand le jeune il est là 15 jours en entreprise et 15 jours en formation, et qu'il est au même salaire qu'un ouvrier à 100% qui est là. Ah oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des Ça problématiques. peut décourager. Ça peut décourager la formation. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, vous investissez dans le futur, ne voyez pas au jour le jour. Gardez ces jeunes-là que vous allez former à part entière, et ce seront vos futurs employés, au lieu d'aller débaucher celui qui est à côté, qui travaille bien. S'il est bon, formez-le, investissez pour lui. Par contre, ce qui est dommage, par contre, c'est pas pouvoir leur faire de contrats à plus longue durée en étant sûr de les garder. Parce que quelquefois, vous n'êtes pas obligé. Hein. Il se forme, vous l'avez payé, vous avez investi sur lui, et puis le jour d'après, il s'en va parce que le voisin a frappé à la porte, et puis il le paiera plus cher que vous. Ça, je trouve que c'est un peu frustrant, mais c'est la législation et c'est compliqué. Yann Gassan, vous constatez aussi ça, cette sous-valorisation, on ne va pas dire dévalorisation, parce que ça, c'est pas du tout exact, sous-valorisation du diplôme dans les rémunérations dans les entreprises. Oui, pareil. Ouais. Ouais, je rejoins. Ouais. Ouais. Et on remarque aussi, c'est tellement tendu qu'on a des entreprises qui vont débaucher entre guillemets, c'est-à-dire au cours de la formation, ils vont proposer à leurs jeunes, bon bah moi je t'embauche, arrête ta formation et viens travailler quoi. Donc ils leur font miroiter aussi un salaire et ça c'est. Oui, on gère le court terme, mais pas forcément le Voilà, long on terme. gère l'urgence parce que en fait il y a du boulot et on sait que le jeune il percute et il est fort. Ça c'est très dommage. Ouais. Sébastien Kiner. Oui, on a même donné un nom à cette nouvelle catégorie qu'on appelle les néo-rupturants. Les néo-rupturants. Voilà. C'est une nouvelle catégorie de rupturants qui en fait arrête à 2 ou 3 mois avant le diplôme, parce que attiré éventuellement par une herbe plus verte qu'ailleurs. Voilà, et puis un salaire, parce qu'à un moment donné aussi, les jeunes sont très regardants par rapport à ça. Ouais. Donc on est très très vigilant, très prudent. On est au Guérin avec l'école des 4 savoirs. Savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir et savoir. Et dans le savoir-devenir, en fait, on les forme à de la prudence par rapport à cela. Dans quel sens ? Ne vous laissez pas attirer par les... C'est ça, c'est-à-dire que le fait de changer tout le temps n'est pas forcément formateur ni structurant. On met en avant le postulat de la primauté du diplôme. Voilà, ok. Qui est en fait le socle d'un diplôme futur. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on a ces 95% de taux de poursuite ou d'insertion à 6 mois qui sont plutôt bénéfiques. Très bien. Merci messieurs pour vos précisions concernant ce sujet passionnant de l'avenir, puisque il s'agit des jeunes professionnels. Merci à vous, chers jeunes, d'être venus. Vous êtes tous très jeunes, effectivement. Et nous aussi. En tout cas, bon salon équipe auto. Vous avez 100 000 m² sur 4 halls, 1400 exposants qui vous attendent jusqu'à samedi. Excellente visite à tous. Très bonne journée. Merci à vous, messieurs.